Installez-vous confortablement, bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de cette soirée entre amis dans une maison isolée qui a viré au cauchemar. Je m'appelle Lisa. Je vais vous raconter cette nuit dans les moindres détails, parce que même aujourd'hui, plusieurs années plus tard, il y a des moments de cette soirée que je n'arrive toujours pas à m'expliquer complètement, et d'autres que j'aurais tellement voulu pouvoir oublier. Nous étions 6 ce soir-là. 6 amis d'université qui s'étaient un peu perdus de vue avec les années, entre les déménagements, les emplois du temps de plus en plus chargés, les enfants pour certains d'entre nous. C'est Camille, l'une de mes plus anciennes amies, qui avait eu l'idée de nous réunir tous pour un week-end, histoire de recréer un peu cette ambiance qu'on avait connue étudiant, cette insouciance qu'on avait progressivement perdue en devenant adulte. Elle venait d'hériter d'une maison de famille, une bâtisse isolée en pleine campagne, à plus d'une heure de route de la ville la plus proche, entourée de champs et d'une forêt dense qui s'étendait à perte de vue derrière la propriété. Sa grand-tante y avait vécu seule pendant des décennies avant de mourir l'hiver précédent, et Camille, chargée de vider la maison avant de la mettre en vente, avait pensé que ce serait l'occasion parfaite pour organiser nos retrouvailles. Je me souviens du trajet en voiture ce vendredi après-midi, la route qui devenait de plus en plus étroite à mesure qu'on s'éloignait de la nationale, les champs qui défilaient sous un ciel gris de fin d'automne, et cette sensation progressive, presque agréable sur le moment, de quitter le monde civilisé pour s'enfoncer dans quelque chose de plus sauvage, de plus authentique. Le portable a perdu le réseau environ 20 minutes avant notre arrivée, ce qui nous avait fait rire dans la voiture, Julien plaisantant sur le fait qu'on allait enfin pouvoir se déconnecter vraiment, pour de bon, sans les notifications incessantes qui rythmaient habituellement nos journées. La maison elle-même était impressionnante, dans un sens presque intimidant. Une grande bâtisse en pierre grise avec 2 étages et un toit d'ardoise abîmé par endroits, entouré d'un jardin envahi par les herbes hautes que plus personne n'entretenait depuis des mois. Camille nous avait prévenu que l'électricité fonctionnait encore, mais que le chauffage central était en panne depuis un moment, alors on avait prévu des bûches pour la cheminée du salon et des pulls bien chauds. On est arrivés les premiers avec elle en fin d'après-midi, et les autres, Marc, Sophie, Julien et Thomas, sont arrivés progressivement dans la soirée, dans un joyeux désordre de bagages, de bouteilles de vin et de rires retrouvés qui résonnaient dans les grandes pièces vides de la maison. Je veux insister sur ce moment-là, sur cette ambiance chaleureuse et joyeuse du début de soirée, parce que c'est important pour comprendre à quel point le basculement qui a suivi a été brutal et incompréhensible. On a dîné tous ensemble autour de la grande table en bois du salon, à la lumière des bougies, parce que Camille trouvait ça plus convivial que les néons blafards de la cuisine, et on a ri, beaucoup ri, en se remémorant des souvenirs d'université, des soirées d'antan, des anecdotes gênantes qu'on avait fini par oublier avec le temps. Le vin coulait, le feu crépitait dans la cheminée, et j'avais cette sensation de bonheur simple et rare qu'on ressent parfois quand on retrouve des gens qu'on aime après une longue séparation, ce sentiment que le temps n'avait finalement pas tant altéré nos liens que ça. La maison sentait la pierre froide et le bois ancien, cette odeur particulière des demeures qu'on habite depuis des générations, mêlée à un léger parfum de cire et de poussière qui flottait dans chaque pièce. Les plafonds étaient hauts, traversés de poutres sombres, et les fenêtres, étroites et hautes, laissaient entrer une lumière déclinante qui projetait de longues ombres sur le parquet ciré. J'avais remarqué, en visitant les lieux avec Camille à notre arrivée, un nombre impressionnant de miroirs anciens accrochés dans presque chaque pièce, certains si ternis par le temps qu'ils ne reflétaient plus qu'une image floue et grisâtre, presque plus une fenêtre sur un autre espace qu'un véritable miroir. Camille m'avait expliqué que sa grand-tante collectionnait ces objets depuis toujours, sans que personne dans la famille n'ait jamais vraiment compris cette passion particulière, ni pourquoi elle en disposait autant dans une maison qu'elle habitait pourtant seule depuis tant d'années. Je me souviens avoir observé mes amis ce soir-là avec une tendresse particulière, en repensant à tout ce qui nous avait unis pendant nos années d'études. Marc, toujours aussi bon vivant, qui remplissait les verres sans jamais laisser une conversation retomber. Sophie, plus réservée qu'à l'époque, mais dont le rire résonnait encore exactement comme dans mes souvenirs les plus anciens. Julien, devenu père depuis peu, qui parlait avec une fierté touchante de sa petite fille restée avec sa femme pour le week-end. Thomas, égal à lui-même, sceptique et cartésien sur tous les sujets, qui avait pris un malin plaisir à se moquer gentiment de Camille et de son vieux manoir de campagne pendant tout le trajet en voiture. Et Camille elle-même, un peu nostalgique en nous faisant visiter les pièces du rez-de-chaussée, nous racontant des anecdotes sur son enfance passée à visiter sa grand-tante ici, les étés qu'elle y avait vécu enfant, avant que les relations familiales ne se distendent avec les années et qu'elle cesse presque totalement de venir. C'est Sophie, je crois, qui a évoqué la première l'ambiance particulière de la maison. Elle avait remarqué, en montant chercher quelque chose dans sa valise à l'étage, un froid étrange dans le couloir menant aux chambres, un froid qui contrastait fortement avec la chaleur du feu de cheminée en bas.
On en a plaisanté sur le moment en mettant ça sur le compte du chauffage défaillant et de l'isolation d'une vieille maison de campagne. Camille elle-même a reconnu que sa grand-tante avait toujours entretenu une réputation particulière dans le village voisin, une réputation de femme un peu à l'écart, un peu mystérieuse, qui vivait seule dans cette grande demeure depuis la mort de son mari des décennies plus tôt, et que certains villageois évitaient même de passer devant la propriété après la tombée de la nuit. Elle nous a raconté ça avec un sourire amusé, comme une simple anecdote de campagne, sans que personne, moi la première, n'y attache alors la moindre importance sérieuse. C'est vers 23 heures que les premiers signes vraiment troublants ont commencé, même si sur le moment, je crois qu'aucun d'entre nous n'a voulu leur accorder plus d'importance que ça, porté par l'alcool et l'ambiance festive. On a entendu tous les 6 un bruit sourd à l'étage, comme un objet lourd qui serait tombé, suivi d'un silence total. Marc et Julien sont montés vérifier par curiosité plus que par inquiétude, et ils sont redescendus quelques minutes plus tard en disant n'avoir rien trouvé d'anormal, aucun objet renversé, aucune fenêtre ouverte qui aurait pu expliquer un tel bruit avec le vent. On a ri de ça aussi en évoquant les fantômes de la grand-tante de Camille, qui devait s'amuser à nous faire peur, plaisanterie facile qui avait fait sourire tout le monde sur le moment. Mais le bruit s'est reproduit environ une demi-heure plus tard, plus fort cette fois, accompagné d'un second bruit plus difficile à identifier, comme un grattement long et appuyé sur le plancher au-dessus de nos têtes. La conversation s'est arrêtée d'un coup, tout le monde levant les yeux vers le plafond en même temps, dans un silence qui contrastait violemment avec la joie insouciante de quelques minutes plus tôt. J'ai senti à ce moment précis un changement d'atmosphère dans la pièce, quelque chose de presque palpable, comme si la température elle-même avait chuté d'un coup, malgré le feu qui continuait de crépiter dans la cheminée. Thomas, qui avait toujours été le plus rationnel du groupe, celui qui trouvait une explication logique à tout, a proposé qu'on monte tous ensemble vérifier pour en avoir le cœur net et pouvoir passer à autre chose. On s'est retrouvés tous les 6 à monter l'escalier en bois qui grinçait sous nos pas, serrés les uns contre les autres dans ce couloir étroit à l'étage, nos téléphones allumés en guise de lampe de poche, puisque l'électricité de l'étage semblait capricieuse ce soir-là, les ampoules clignotant faiblement sans jamais s'allumer complètement. Nous avons inspecté chaque chambre méthodiquement, sans rien trouver d'anormal, jusqu'à cette dernière pièce au bout du couloir, une petite chambre que Camille nous avait dit appartenir autrefois à sa grand-tante, fermée à clé depuis des années selon elle, et dont la porte, ce soir-là, se trouvait entr'ouverte. Camille a juré devant nous tous qu'elle n'avait jamais eu la clé de cette pièce, que sa grand-tante l'avait toujours gardée fermée de son vivant, refusant catégoriquement que quiconque y entre, même sa propre famille. On est resté un moment devant cette porte entr'ouverte, personne n'osant faire le premier pas, jusqu'à ce que Marc, le plus téméraire d'entre nous, pousse doucement le battant pour révéler une pièce poussiéreuse mais parfaitement rangée, un lit fait avec soin, une coiffeuse ancienne couverte de photographies jaunies. Et surtout, posée bien en évidence au centre du lit, une vieille poupée de porcelaine que personne, absolument personne, n'a reconnue comme ayant été là quelques heures plus tôt, quand nous avions pourtant, plus tôt dans la soirée, ouvert cette même porte pour vérifier qu'elle était bien fermée à clé comme annoncé. C'est cette poupée, je crois, qui a véritablement fait basculer l'ambiance de la soirée. On est tous redescendus au salon dans un silence pesant, chacun essayant de dissimuler son malaise derrière des plaisanteries de moins en moins convaincantes. Sophie a proposé de rouvrir une bouteille de vin pour détendre l'atmosphère, mais je voyais bien que ses mains tremblaient légèrement en servant les verres. Julien a allumé une cigarette près de la fenêtre entr'ouverte, lui qui pourtant avait arrêté de fumer depuis des années, selon ses dires, et personne n'a fait de commentaire là-dessus, comme si on avait tous compris, sans se le formuler clairement, que la soirée avait pris un tournant qu'on ne maîtrisait plus vraiment. Vers 1 heure du matin, alors que la conversation avait retrouvé un semblant de normalité, forcée et artificielle, mais suffisante pour nous rassurer collectivement, les lumières de toute la maison se sont éteintes d'un coup, plongeant le salon dans une obscurité totale, à peine trouée par les dernières braises rougeoyantes de la cheminée. Il y a eu un moment de panique collective, des exclamations, des rires nerveux, quelqu'un cherchant son téléphone à tâtons dans le noir. Camille a expliqué que le compteur électrique disjonctait parfois avec l'orage, mais il n'y avait pourtant aucun orage cette nuit-là, le ciel étant resté parfaitement dégagé toute la soirée, selon ce que j'avais moi-même observé en sortant fumer une cigarette 1 heure plus tôt. C'est dans cette obscurité, pendant qu'on cherchait tous nos téléphones et les bougies restantes, que j'ai entendu distinctement une voix murmurer mon prénom, tout près de mon oreille, comme si quelqu'un s'était penché directement contre moi. J'ai fait volte-face instantanément, le cœur battant à tout rompre, pour ne trouver personne derrière moi, alors que tous mes amis se trouvaient de l'autre côté de la pièce, leur silhouette à peine visible à la lueur des braises.
Je n'ai rien dit sur le coup, pensant avoir mal entendu ou avoir imaginé cette voix sous l'effet du stress et de l'alcool, mais j'ai remarqué dans les minutes qui ont suivi que Sophie elle aussi regardait nerveusement autour d'elle, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un dans l'obscurité du salon. Une fois les bougies rallumées et l'électricité revenue comme par miracle, sans qu'aucun de nous n'ait touché au tableau électrique, Sophie m'a prise à part discrètement pendant que les garçons rechargeaient la cheminée. Elle m'a confié d'une voix tremblante qu'elle essayait de contrôler qu'elle avait entendu quelqu'un l'appeler par son prénom dans le noir, exactement comme moi, une voix qu'elle ne connaissait pas, ni masculine, ni tout à fait féminine, une voix qui semblait venir de très près et de très loin à la fois. On s'est regardées toutes les deux sans savoir comment interpréter cette coïncidence troublante, incapables de décider si on devait en parler aux autres ou garder ça pour nous, de peur de paraître ridicule ou pire, de faire basculer complètement la soirée dans la panique. On a fini par tout raconter aux autres un peu plus tard dans la nuit, quand Marc a lui aussi avoué avoir vu, du coin de l'œil, une silhouette traverser le couloir à l'étage pendant qu'il redescendait de la salle de bain, une silhouette qu'il avait d'abord prise pour l'un d'entre nous avant de réaliser que nous étions tous réunis dans le salon à ce moment précis. Le groupe entier s'est alors retrouvé dans une ambiance de tension palpable, tout le monde assis en cercle près du feu, les portables allumés, posés devant nous, comme pour se rassurer avec cette lumière artificielle, à échanger des regards inquiets sans plus vraiment savoir quoi faire de cette soirée qui avait complètement dérapé. Thomas, toujours dans son rôle de rationaliste du groupe, a proposé qu'on parte tous immédiatement, qu'on charge les voitures et qu'on rentre en ville malgré l'heure tardive, plutôt que de rester une minute de plus dans cette maison qui, selon ses propres mots, commençait sérieusement à le mettre mal à l'aise malgré son scepticisme habituel. C'est là que Camille, blême, nous a annoncé une chose qui a achevé de glacer l'ambiance déjà électrique du salon. Sa voiture, garée devant la maison, ne démarrait plus. Elle venait de sortir vérifier discrètement pendant qu'on discutait, espérant confirmer qu'on pouvait effectivement partir si la situation dégénérait davantage, et elle avait trouvé la batterie totalement à plat, alors que la voiture, m'a-t-elle confié plus tard, fonctionnait parfaitement quelques heures plus tôt à notre arrivée. On a vérifié les autres véhicules garés devant la maison, et c'est à ce moment précis que la véritable terreur s'est installée en moi, cette terreur froide et paralysante qu'on ne ressent que rarement dans une vie, celle qui vous vide complètement de toute pensée rationnelle. Aucune des 5 voitures garées devant la maison ne voulait démarrer. Pas une seule. Nous étions 6 personnes, complètement isolées, sans réseau téléphonique, sans moyen de locomotion, dans une maison où des phénomènes inexpliqués s'accumulaient depuis le début de la soirée, et cette prise de conscience collective nous a tous laissés silencieux un long moment, debout dans le froid nocturne devant les voitures immobiles, à nous regarder les uns les autres sans savoir quoi dire. On est rentré dans la maison parce qu'il n'y avait de toute façon aucune autre option raisonnable, la nuit étant trop froide et trop noire pour envisager de marcher jusqu'au village le plus proche à plus d'une heure de route, sans même être sûr de la direction à prendre dans cette campagne que nous ne connaissions pas. On s'est barricadés collectivement dans le salon, tous les 6 réunis autour de ce feu qui semblait être notre seul point d'ancrage dans une nuit qui devenait progressivement irréelle, chacun essayant de rassurer les autres tout en étant soi-même terrifié. Entre ces 2 moments, il y a eu un épisode que je n'ai raconté à presque personne depuis, tant il me semble encore aujourd'hui difficile à formuler sans avoir l'air de sombrer dans l'exagération pure. Vers 2 heures du matin, Julien s'est levé pour aller chercher une bouteille d'eau dans la cuisine, à l'autre bout du rez-de-chaussée, et il n'est pas revenu. Les minutes ont passé, 5, puis 10, sans que personne ne s'en inquiète vraiment au début, pensant qu'il avait peut-être eu besoin de la salle de bain ou qu'il s'était arrêté fumer une cigarette dehors, comme il l'avait déjà fait plus tôt dans la soirée. C'est Sophie qui a fini par s'inquiéter la première, remarquant que ça faisait tout de même beaucoup trop longtemps pour une simple bouteille d'eau, et c'est elle qui est allée vérifier, accompagnée de Marc, parce que plus personne à ce stade de la soirée n'aurait accepté de se déplacer seul dans cette maison. Ils ont mis presque un quart d'heure à le retrouver, debout, immobile, dans la buanderie attenante à la cuisine, une pièce qu'on n'avait pourtant jamais visitée, ni même mentionnée depuis notre arrivée. Il fixait le mur du fond sans réagir à leur présence, sans répondre quand il prononçait son prénom, jusqu'à ce que Marc le secoue fermement par l'épaule pour le faire sortir de cet état second. Julien nous a rejoints sans suite au salon, blanc comme un linge, incapable dans un premier temps d'expliquer ce qui s'était passé. Ce n'est qu'un peu plus tard, alors que je le voyais trembler malgré la chaleur du feu, qu'il nous a confié avoir entendu, en traversant la cuisine, la voix de sa propre fille l'appeler doucement depuis cette buanderie. Une voix qu'il aurait reconnue entre 1000 selon ses propres mots, alors que sa fille de 2 ans dormait à ce moment précis à des centaines de kilomètres de là, dans les bras de sa femme. Il avait suivi cette voix, incapable de résister, jusqu'à se retrouver face à ce mur nu, et il ne se souvenait plus ensuite de rien, jusqu'à ce que Marc le ramène à lui.
Ce récit m'a rappelé, avec un frisson rétrospectif, ces miroirs anciens disséminés dans toute la maison, et je me suis surprise à me demander, sans oser formuler la question à voix haute devant les autres, si l'un d'entre eux ne se trouvait pas justement accroché au mur de cette buanderie où Julien avait été retrouvé. Personne n'a eu le courage d'aller vérifier cette hypothèse cette nuit-là, et je ne saurais probablement jamais si mon intuition était fondée, mais cette pensée m'a accompagnée longtemps après cette soirée, comme une pièce de puzzle que je n'ai jamais pu placer avec certitude dans l'ensemble de ce que nous avions vécu. Cette histoire nous a tous plongés dans un silence pesant, chacun évitant le regard des autres, comme si prononcer un mot de plus risquait de faire empirer une situation déjà largement hors de contrôle. C'est dans ce silence, justement, que les événements suivants ont commencé à s'enchaîner avec une rapidité qui ne nous a plus laissé aucun répit. C'est vers 3 heures du matin, dans ce moment suspendu où plus personne ne parlait vraiment, que j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait dresser tous les poils des bras. En comptant machinalement mes amis assis en cercle autour du feu, comme on le fait parfois sans y penser, j'ai obtenu le chiffre 7. 7 silhouettes assises autour des braises rougeoyantes alors que nous n'étions que 6. J'ai recompté plusieurs fois, le cœur battant si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles, en essayant de rester silencieuse pour ne pas alerter les autres avant d'être absolument certaine de ce que je voyais. Chaque fois, le compte donnait 7, sans que je puisse identifier clairement quel visage supplémentaire s'était glissé parmi nous, comme si cette septième silhouette se déplaçait imperceptiblement dans mon champ de vision à chaque fois que je tentais de la fixer directement, restant toujours juste à la limite de ma perception nette. J'ai fini par murmurer à Camille, assise juste à côté de moi, de compter discrètement les personnes présentes dans le cercle. Elle l'a fait sans comprendre pourquoi je lui demandais une chose aussi étrange, et son visage s'est décomposé littéralement quand elle est arrivée, elle aussi, au chiffre 7. On a alerté les autres à voix basse, sans bouger, sans faire de mouvement brusque, par une peur irrationnelle mais totale que le moindre geste puisse provoquer quelque chose d'irréversible. Tout le monde a recompté à son tour, dans un silence de plus en plus oppressant, et tout le monde, sans exception, est arrivé au même chiffre impossible. C'est à ce moment précis que Julien, qui n'avait pourtant jamais été du genre à croire à ce type d'histoire, a proposé une chose qui nous a tous glacés davantage encore. Il fallait, selon lui, qu'on se prenne tous la main, formant une chaîne humaine ininterrompue autour du cercle, pour être absolument certain de savoir qui était réellement présent et qui ne l'était pas. On l'a fait dans un silence total, chacun tendant la main vers son voisin dans la pénombre du salon, éclairé par les seules braises mourantes, et c'est en formant cette chaîne que j'ai senti distinctement une septième main se glisser entre celle de Marc et la mienne, une main glacée, aux doigts anormalement longs et fins, qui a serré la mienne avec une force qui n'avait rien d'humain avant de se retirer d'un coup sec, me laissant la paume brûlante comme si j'avais touché de la glace pendant trop longtemps. J'ai hurlé, je crois, ou peut-être que c'était Sophie, je ne saurais plus le dire précisément tant les secondes qui ont suivi se sont enchaînées dans une confusion totale. Tout le monde s'est levé d'un bond, renversant les chaises et les verres autour du feu, et c'est à cet instant que toutes les bougies de la pièce se sont éteintes simultanément, comme soufflées par un vent que je n'ai pourtant absolument pas senti sur ma peau. Dans l'obscurité totale qui a suivi, j'ai entendu des bruits de course dans les étages, des pas lourds et rapides qui n'appartenaient à aucun d'entre nous puisque nous étions tous réunis, terrifiés, serrés les uns contre les autres dans ce salon plongé dans le noir. Ce qui s'est passé exactement dans les minutes qui ont suivi reste encore aujourd'hui extrêmement confus dans ma mémoire, comme si mon esprit avait volontairement flouté certains détails trop insoutenables pour être conservés intacts. Je me souviens de la panique totale, des cris, de quelqu'un qui pleurait, de Thomas qui hurlait qu'il fallait sortir de cette maison coûte que coûte, voiture en panne ou pas, plutôt que de rester une seconde de plus enfermé dans cette obscurité avec cette présence qui nous entourait. Je n'ai jamais réussi à établir un ordre précis et fiable des événements de ces quelques minutes qui ont suivi la formation de notre chaîne humaine, tant la peur avait pris le pas sur toute capacité d'observation rationnelle chez chacun d'entre nous. Je sais que quelqu'un a renversé un verre, que le bruit du verre brisé sur le carrelage a résonné comme un coup de feu dans le silence tendu de la pièce, et que ce bruit a servi de déclencheur à la panique générale qui a suivi presque immédiatement. Je me souviens surtout de cette sensation physique de désorientation totale dans le noir, cette impression que le salon lui-même s'était agrandi démesurément, que la distance entre le cercle où nous nous trouvions et la porte d'entrée, pourtant à quelques mètres à peine, s'étirait indéfiniment à mesure qu'on tentait de la rejoindre en trébuchant sur des meubles qu'on ne voyait plus.
J'entendais la respiration paniquée de mes amis tout autour de moi, des chocs contre des objets invisibles, et sous tout ce vacarme, distinctement, ce raclement caractéristique, ce même bruit long et appuyé que nous avions entendu venir de l'étage plus tôt dans la soirée, mais qui semblait maintenant se déplacer tout autour de nous, comme si quelque chose tournait patiemment autour du groupe entier dans cette obscurité totale, cherchant peut-être lequel d'entre nous suivre au moment où nous parviendrions enfin à sortir. Je me souviens d'avoir couru, la main de Camille fermement serrée dans la mienne, pour ne surtout pas la perdre dans le noir, vers la porte d'entrée que quelqu'un, je ne sais toujours pas qui exactement, est parvenu à ouvrir malgré la panique ambiante. Je me souviens aussi, juste avant que mes doigts n'atteignent enfin la poignée froide de cette porte, avoir senti un souffle glacé passer tout près de mon oreille droite, un souffle qui n'avait rien de naturel, accompagné d'un murmure trop bas pour que je puisse en distinguer les mots, mais dont l'intonation, étrangement, m'a semblé presque déçue, comme celle de quelqu'un qui regarde s'échapper quelque chose qu'il pensait déjà avoir capturé. Nous sommes sortis dans le froid de la nuit, tous les 6, hors d'haleine, terrifiés, incapables de prononcer un mot cohérent pendant de longues minutes, simplement debout dans l'herbe humide devant cette maison qui, vue de l'extérieur sous la lune, paraissait parfaitement paisible et silencieuse, comme si rien d'anormal ne s'était jamais produit à l'intérieur de ses murs. Cette façade tranquille, presque banale, contrastait tellement avec ce que nous venions de vivre qu'elle en devenait presque plus terrifiante encore, comme si la maison elle-même reprenait son masque de vieille bâtisse de campagne inoffensive dès que nous avions cessé de constituer une proie potentielle à l'intérieur de ses murs. On a attendu là, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer et se rassurer mutuellement, jusqu'aux premières lueurs de l'aube, sans jamais oser retourner à l'intérieur, même pour récupérer nos affaires les plus essentielles restées dans les chambres à l'étage. Personne ne parlait vraiment, si ce n'est parfois un murmure pour vérifier que tout le monde allait bien, ou un bras posé sur l'épaule d'un ami tremblant. Je me souviens avoir observé le ciel progressivement s'éclaircir à l'horizon, se dégrader familier et rassurant du bleu nuit vers le gris pâle, puis vers les premières teintes orangées de l'aube, et je n'avais jamais, de toute ma vie, ressenti un tel soulagement face à quelque chose d'aussi ordinaire que le simple lever du soleil. Chacun de nous, je crois, a compris à cet instant précis ce que signifiait vraiment attendre la lumière du jour comme on attend une délivrance. Quand le premier rayon de soleil a finalement touché la façade de pierre grise de la maison, l'illuminant d'une lumière dorée presque indécente après ce que nous venions de traverser, j'ai vu Camille fermer les yeux et laisser échapper un long soupir tremblant, comme si elle venait tout juste, à cet instant seulement, d'accepter que nous allions tous réellement nous en sortir vivants. C'est au lever du jour qu'un des voitures, celle de Marc, je crois, a fini par redémarrer sans aucune explication, comme si elle n'avait jamais eu le moindre problème. On s'est tous entassés dedans, 6 personnes dans un véhicule prévu pour 5, sans se soucier une seule seconde du confort ou de la légalité de la manœuvre, tant l'urgence de quitter cet endroit primait sur toute autre considération. On a roulé en silence jusqu'au village le plus proche, où on a pu enfin retrouver du réseau téléphonique et appeler pour organiser le rapatriement des autres véhicules dans les jours suivants, sans jamais avoir à y retourner nous-mêmes. Camille a vendu la maison quelques mois plus tard à un prix bien inférieur à sa valeur réelle, selon l'agent immobilier qu'elle avait mandaté, simplement pour s'en débarrasser au plus vite. Elle m'a confié, bien plus tard, avoir appris par une voisine du village que sa grand-tante n'avait jamais vécu seule dans cette maison comme la famille l'avait toujours cru, mais qu'elle partageait sa vie, depuis des décennies, avec une présence qu'elle appelait simplement le locataire, sans jamais donner davantage de détails à quiconque, et que les rares visiteurs qui avaient eu l'imprudence de dormir dans cette maison de son vivant en étaient toujours repartis changés, incapables d'expliquer clairement ce qu'ils y avaient vécu. Dans les semaines qui ont suivi cette nuit, chacun d'entre nous a vécu à sa manière les conséquences de ce que nous avions traversé ensemble. Julien m'a confié, plusieurs mois plus tard, qu'il avait continué à entendre de façon sporadique la voix de sa fille l'appeler dans des pièces vides de son propre appartement, un phénomène qui avait fini par s'estomper progressivement avec le temps, mais qu'il avait profondément marqué au point de consulter un thérapeute pour évoquer cette expérience qu'il refusait pourtant catégoriquement de qualifier de paranormale, préférant parler de fatigue extrême et de stress post-traumatique. Sophie, elle, a développé une peur de l'obscurité totalement nouvelle, elle qui n'avait jamais eu ce genre d'appréhension auparavant, au point de devoir dormir avec une veilleuse allumée chaque nuit, incapable de supporter le noir complet, même dans le confort rassurant de son propre domicile. Pour ma part, j'ai mis longtemps à retrouver un sommeil paisible après cette nuit-là. Je me réveillais régulièrement en pleine nuit avec la sensation très nette d'une main glacée refermée autour de la mienne, cette même sensation exacte que j'avais ressentie dans ce cercle formé autour du feu mourant, au point de devoir allumer la lumière et vérifier mes propres mains sous la lampe de chevet pour me convaincre qu'il ne s'agissait que d'un souvenir, aussi vivace et précis soit-il.
Ces réveils nocturnes se sont espacés avec les mois, sans jamais complètement disparaître, comme une cicatrice qui ne fait plus mal en permanence, mais qui se rappelle à vous certains soirs, sans prévenir, sans raison apparente. Nous ne nous sommes jamais tous revus tous les 6 ensemble depuis cette nuit-là. Ce n'est pas une brouille, rien d'aussi simple à nommer, c'est plutôt comme si cette soirée avait créé entre nous un lien à la fois indéfectible et douloureux, un souvenir commun qu'aucun de nous n'a réellement envie de raviver en se retrouvant tous ensemble. On s'envoie des messages de temps en temps, on prend des nouvelles individuellement, mais jamais, plus jamais, nous n'avons organisé de nouvelles retrouvailles collectives depuis cette maison isolée et cette 7e présence dont je sens encore, parfois la nuit, le contact glacé de ses longs doigts autour des miens. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne À la lueur de la bougie pour ne manquer aucun de nos prochains témoignages. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure, toujours à la lueur de la bougie.